Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan à mi-année, le bilan de lecture évidemment, avec le fameux tag du Mid-Year Freakout Book Tag. Et si c'est pas dans le bon ordre, de toute façon je pense que j'ai quand même fait l'effort de mettre les bons mots dans le bon ordre avec le titre. Contrairement aux années précédentes, je ne vais peut-être pas faire l'intégralité de toutes les questions que j'ai utilisées pour faire ce bilan de moitié année que j'ai l'habitude plutôt de faire dans un article de blog. Donc, je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo concrètement, mais dans l'absolu, je pense qu'elle sortira après l'article. Donc si jamais vous avez envie d'en avoir un petit peu plus à vous mettre sous la dent, notamment statistiques, plus de titres, plus de questions, plus de croustillants, plus de recommandations livresques, je vous mettrai en barre de description sous la vidéo l'article pour que vous puissiez faire un petit tour. En ce qui me concerne, je vais plutôt reprendre les questions d'origine du tag. Et voilà, ça fait 12 questions, ça fera une vidéo plus courte, surtout qu'en plus on est en pleine période de canicule et que cet appareil photo fonctionne très mal quand il y a de fortes chaleurs. Donc je vais réduire la voilure pour cette année. Néanmoins, ça ne m'empêchera pas de vous parler de plein de livres intéressants. Ainsi, on commence le bilan lecture avec la toute première question. Et la première question, c'est tout simplement de donner la meilleure lecture de ces 6 premiers mois. Voici donc ma meilleure lecture de ces 6 premiers mois de l'année. Il s'agit de Steam Sailors d'Ellie S. Green aux éditions Gulfstream Éditeur. Et on est là sur l'intégrale qui comprend donc un préquel, les 3 tomes et des petites surprises, des petits bonus que évidemment seule une édition collector peut vous offrir. Steam Sailors, c'est une saga de young adult, aventure, piraterie, steampunk, donc de science-fantasy, dans laquelle on va suivre la jeune Prudence qui est kidnappée par des pirates à bord de l'Héliotrope, et elle remarque en fait que ce super navire fait un voyage absolument incroyable, puisque des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, elle se rend compte qu'ils sont à la recherche de la fameuse cité des alchimistes qui est un peu oubliée et mystérieuse, mais ça je vous laisse découvrir puisque tout l'intérêt c'est de découvrir qui étaient vraiment les alchimistes, où est leur cité et qu'est-ce qu'elle y renferme. Une belle briquette qui m'aura accompagnée pendant tout mon mois de février. Je l'ai lu à petite dose, très lentement, mais qu'est-ce que c'était absolument génial. J'ai adoré les personnages qui sont passionnants. Ils sont peut-être pas ultra expressifs ou démonstratifs, mais ils sont attachants, ils sont sympathiques, ils sont drôles, ils sont déterminés. Il y a un côté found family qui moi m'a beaucoup plu. J'ai adoré la plume de l'autrice qui est parfaite pour nous immerger complètement dans son univers. J'ai adoré ce mélange de science-fantasy, donc science-fiction avec le steampunk, et fantasy avec le côté magie, alchimie. J'ai adoré naviguer dans les cités suspendues à travers le ciel grâce à l'héliotrope. Bref, il y a moult choses, des petites thématiques, des messages qui sont glissés ça et là et qui sont hyper intéressants à capter et à comprendre. L'aventure en elle-même, l'intrigue sur ces 3 tomes est très intéressante à suivre avec beaucoup de péripéties, de rebondissements, de révélations. Un final incroyable qui est explosif et inoubliable à mes yeux. Quelque chose de triste amer mais de très lumineux, positif. Donc voilà, il y avait tous les bons ingrédients pour me faire passer un très bon moment. C'est typiquement le genre de récit que je surkiffe et typiquement le récit que j'aurais adoré lire plus jeune, ado, enfant, tellement c'était parfait. Et donc je ne peux que vous recommander de mettre votre petit nez dans Steam Sailors. La deuxième question me pousse à vous parler de la meilleure suite de séries que j'ai pu lire. Je triche un peu parce que en fait c'est pas tellement la suite, c'est aussi bien la suite que le dernier tome. Et en plus de ça, j'avais lu le premier tome peu de temps avant,
mais bon, ça marche. Moi je dis ça marche. Je vais donc vous parler de Six of Crows, le tome 2, La cité corrompue de Libar Dugo aux éditions Le Livre de Poche jeunesse, mais il me semble que le grand format est chez Milan. Alors évidemment, je ne vais pas vous faire le résumé du tome 2, c'est un peu moche, vraiment, mais j'ai le tome 1, et donc je m'empresse juste de vous dire qu'on est sur une bande de jeunes qui ont en fait un chef, Casebreaker, et il est mystérieux, brillant, charismatique, dangereux, et c'est un voleur hors pair. Parce que oui, les jeunes qu'on va suivre vont devoir mener un casse absolument incroyable. En gros, ils sont mandatés par un riche marchand, Vanek, qui leur demande de délivrer un savant du palais des glaces qui est réputé imprenable. Et donc ce prisonnier, c'est pas n'importe qui, puisqu'il est l'inventeur d'une substance, une drogue, qui multiplierait sans limite les pouvoirs d'une caste de magiciens qu'il y a dans ce monde, le Grishaverse, à savoir les Grishas. Et donc cette drogue, il faut absolument pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Et le tome 1 était incroyable, c'est vraiment mon préféré. Alors oui, sur les deux c'est mon préféré, le tome 1, mais le tome 2 est vraiment à la hauteur du premier tome, puisqu'on y retrouve absolument tout. Le ton sarcastique, la plume très soignée, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur les descriptions, les dialogues, des personnages qui sont absolument hauts en couleur, inoubliables, et aux relations très complexes, très nuancées, mais prenantes et captivantes. On a un univers qui est richement fouillé, développé par l'autrice, et on sent que cet univers n'est que fraction à travers Six of Crows. On sent qu'il y a bien d'autres choses à développer et à voir, et ça c'est certainement développé dans les autres romans de l'autrice et du Grishaverse. On a voilà tout un univers mystérieux, sombre, violent, mais qui est bien dosé pour pas être trop gore, mais pour pas non plus être trop mignonné. Donc je trouve que c'est un excellent roman young adulte qui mêle les genres, qui travaille sur les personnages, sur l'histoire, sur les rebondissements, les révélations, parce que beaucoup de choses, je ne les ai absolument pas vues venir une seule foutue minute. Donc c'était une très belle duologie, et le tome 2, comme je vous le disais, est à la hauteur du premier tome, puisque le tome 2 est tout aussi rythmé, tout aussi passionnant, tout aussi captivant, tout aussi soigné et travaillé, avec un final incroyable qui est aussi beau que triste, et j'ai kiffé. Vraiment une excellente duologie que je peux que vous recommander si vous ne l'avez pas craqué encore. La troisième question m'amène à vous parler d'une nouveauté qui techniquement j'ai super hâte de lire. J'ai donc choisi deux nouveautés, c'est là où je fais des petits twists. J'ai choisi une nouveauté qui est présente dans ma pile à lire, et j'ai choisi une nouveauté que je n'ai pas encore achetée mais qui me tente de zinzin. Techniquement, je ne l'ai pas sous la main, ce livre en question, je mettrai donc la couverture par ici, par là. Et donc il s'agit du dernier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau aux éditions Gallimard Jeunesse. Et pour l'histoire des Chroniques de l'érable et du cerisier, on suit le jeune Ichiro, 15-16 ans par là, qui vivait tranquillement dans sa montagne avec un petit peu sa famille qui s'est construite, puisqu'il a été recueilli puisqu'abandonné à la naissance. Mais ce vieil homme décède et il se lance dans une quête de vengeance, puisqu'il essaie de comprendre qui a tué son maître, pourquoi, ce qui va l'emmener dans des méandres politiques, de guerre, de religion très obscurs et très prenants aussi pour nous lecteurs, puisqu'il va se lancer dans une grande épopée qui va le changer à jamais. Et si vous n'aviez pas compris ni dans le titre ni avec le nom du personnage principal, on est dans le Japon du XVIIe siècle. Un excellent roman que j'ai découvert à sa sortie, le premier tome que j'ai kiffé, le deuxième tome était encore meilleur, le troisième tome il a surpassé les deux autres, et donc je me dis que le quatrième, qui est la conclusion de tout, techniquement devrait apporter toutes les réponses, devrait être incroyable.
devrait développer une fois de plus beaucoup de thématiques très intéressantes et très pertinentes, actuelles, et en même temps, toujours avec ses recherches très poussées, très soignées sur le Japon du XVIIe siècle, parce qu'on peut faire confiance à l'autrice pour recréer un Japon absolument plus vrai que nature. Donc oui, hâte d'avoir ce petit bijou entre les mains et de le dévorer, même si je sais que c'est le dernier et que ça rend toujours un petit peu triste, mais quand même, c'est une excellente saga historique et ado, et c'est extrêmement bien travaillé, soigné, écrit, pensé, développé, donc je sais que je vais passer un excellent moment avec. Et voici la nouveauté qu'il y a dans ma pile à lire, le second tome des Whisper Weeks de Jordan Lees, qui s'intitule La malédiction des dérobés et que l'on peut avoir aux éditions Ozu. Comme c'est un second tome et que c'est la suite directe du premier, je vais plutôt faire un petit pitch du premier tome. On découvre donc Bajana qui est un ado qui ne croit absolument pas du tout à la magie, à la fantaisie, c'est une hérésie totale pour lui. Il est plutôt très cartésien et pragmatique, et un jour il découvre une grosse fissure dans le mur, ni une ni deux, il s'engouffre dedans et tombe à Dédaleum qui est un monde labyrinthique, totalement fantaisiste puisque chaque détour est une aventure en soi et surtout chaque trajet est l'occasion unique et inespérée de se paumer même si vous savez parfaitement où vous habitez. C'est-à-dire que les murs changent de place, il y a tout un système, tout un univers qui fourmille de détails et de petites trouvailles toutes plus truculentes les unes que les autres. Et c'est un régal sur le plan de l'écriture, sur le plan des personnages, sur le plan des rebondissements, des révélations. Surtout qu'en plus Bajamia, une fois qu'il tombe à Dédaleum, il veut absolument en sortir, ce qu'on peut le comprendre. Et c'est en voulant sortir de ce labyrinthe qu'il rencontre Elisabella, qui elle est sur les traces de son petit frère perdu. Donc un premier tome excellent qui me donne ultra envie de lire le second. Pour la quatrième question, c'est très simple, je dois cette fois-ci vous parler d'une sortie qui va y avoir pour le second semestre 2025. Alors je pourrais parler des sorties que je sens pointer le bout de son nez, mais je n'en suis pas sûre que ça va être pour 2025, ça sera peut-être pour 2026, voire 2027. Donc, je pourrais vous parler de Letfall, je pourrais vous parler d'Anna et l'Entremonde, je pourrais vous parler de Sorceline. Voilà, bref, toutes les séries qui sont en cours, sans compter les sorties poche que j'attends avec impatience, comme Les Filles au chocolat, comme La Carte des confins, comme voilà, plein d'autres petites choses. Mais je vais m'attarder sur deux sorties que je suis sûre de trouver dans ce second semestre 2025. La première de ces sorties, c'est le quatrième et dernier tome du manga Fangirl de Rainbow Rowell, qui est aux éditions Delcourt dans leur label New Wave. Fangirl, c'est un manga qui est adapté du roman de Rainbow Rowell qui s'intitule Fangirl, et ça raconte les histoires de Kat qui débarque à l'université, et à la base, Kat, elle vivait plutôt tranquillou avec sa sœur jumelle et elles écrivaient toutes les deux de la fanfiction sur un univers dont elles sont archi fans, Simon Snow. Le truc, c'est qu'en arrivant à la fac, Erin, qui est la sœur jumelle de Kat, prend son indépendance, ne veut plus vivre dans l'enfance, l'adolescence, mais dans la vie adulte, et veut profiter des fêtes étudiantes, des amis qu'elle peut se faire, voilà, de tout ce qui fourmille dans le campus universitaire, et par conséquent abandonne Kat, qui elle se retrouve dans un cursus, dans une université qui est très grande, avec beaucoup de gens, qui est un peu anxieuse, qui est voilà, plutôt reclus dans son coin, qui est réservé, qui est plutôt introvertie, qui ne se sent pas très à l'aise avec tout ce qui fourmille autour d'elle, et qui est toujours passionnée d'écriture et qui se retrouve face à un dilemme assez prenant. Elle écrit de la fanfiction, mais elle se sent un peu perdue sans sa sœur, avec qui elle a l'habitude d'écrire, et de l'autre côté, sa professeure d'écriture n'est pas fan de la fanfiction, or c'est ce qu'elle sait écrire de mieux à ses yeux, et donc voilà, Fangirl, ça traite aussi bien du passage à l'âge adulte, de tout ce qui est young adulte, donc des thématiques qu'on peut retrouver globalement en young adulte, également de la vie universitaire, ça traite aussi de l'anxiété, ça traite voilà, des relations plus ou moins toxiques, de tout ce qui est écriture, de tout ce qui est
le monde de la fiction et des fanfictions. Donc c'est très très intéressant. Moi j'avais eu un énorme coup de cœur pour le roman et j'avais vraiment super hâte de voir le manga débarquer. C'est enfin le cas puisqu'il y a eu une traduction française très récemment. J'avais eu le premier tome avec une masse critique Baveglio. Les tomes 2 et 3 sont sortis tout dernièrement en avril et en juin. J'ai vraiment hâte de pouvoir les acheter et les découvrir et surtout je pense à ce rythme de parution que le tome 4 sortira bien avant la fin d'année. Une autre sortie plutôt inattendue puisque je ne savais même pas qu'elle existait cette sortie. C'est la surprise totale et absolue, mais il s'agit du nouveau roman de Yelena. Ce nouveau roman s'intitule Rosas et Dragons et ça paraîtra aux éditions Slalom en octobre prochain techniquement. Qui n'a jamais rêvé d'être soi-même et d'avoir un dragon? Dans la ville d'Arc en Flamme, chaque habitant est lié à un dragon dès sa naissance. Depuis son plus jeune âge, Karl est complexé d'être accompagné par Brodevert, petite, rose et bavarde, avec un sens aigu du drame. Elle est pourtant son seul soutien face à sa maladresse chronique, véritable handicap dans son apprentissage de vitrailliste aux côtés de son père. Karl tente désespérément de lui faire honneur, alors quand à 17 ans, on lui confie son premier chantier, il pense que son avenir en dépend. Malheureusement, dès le lendemain, un dragon puissant détruit son œuvre. Karl n'a alors plus qu'une idée en tête, trouver le coupable et prouver de quoi il est capable. Prenez une bonne tasse de thé au spéculoos et suivez Brodevert, Perle-Roi, Belle-Garance, Mime-Pouce et Souffle-Vert dans cette histoire où les dragons ne sont pas tous des monstres et où la princesse n'a pas besoin de presque personne pour la sauver. Le résumé, déjà la couverture avec ses roses, ses bleus, ses côtés un peu pastel, déjà m'envoûte totalement. Mais alors le résumé est absolument génial. Je kiffe les idées, je suis absolument fan des noms proposés pour les dragons, je suppose. J'adore le concept parce que je sens pointer les thématiques et les messages derrière le résumé et ça a l'air incroyable et juste génial. Donc ça m'enchante au plus haut point, je suis vraiment impatiente de pouvoir mettre la patte dessus en octobre prochain s'il n'y a pas de retard dans les parutions. Parce que vraiment ça a l'air d'être une belle lecture de fantasy, donc hâte, vraiment. Et maintenant que je vous ai parlé de quelque chose qui me réjouit au plus haut point, on va changer de salle et d'ambiance puisqu'il faut que je vous parle de la déception de ce premier semestre 2025. Parmi tous les abandons et les lectures mitigées ou déceptives que j'ai pu faire dans ce semestre 2025, même si elles sont pas aussi nombreuses qu'il n'y paraît dit comme ça, je trouve qu'il y a un roman qui sort son épingle du jeu parce que sur papier il avait absolument tout pour me plaire. Autant d'autres lectures déceptives, c'était des tests, c'était des choses ou des genres, ou des thématiques que j'avais envie de développer, ou des auteurs, des autrices qui me tentaient depuis un bout de temps, et voilà, je voulais soit les redécouvrir, soit les découvrir pour la première fois, donc voilà. Il y a ce genre de lecture déceptive, mais vous partez pas avec de très grosses attentes. Par contre, celui-ci, j'avoue que on en parlait beaucoup, qu'il avait l'air super bien, que les retours étaient plutôt positifs. Et sur papier, je vous assure qu'il avait absolument tout pour me plaire. Vraiment tout. Il y avait très peu de chances en fait pour que je passe complètement à côté et pourtant ça a été le cas. Je pars de la péninsule aux 24 saisons de Mayumi Inaba aux éditions Philippe Piquet. Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tokyo, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant 12 mois l'apprentissage des 24 saisons d'une année japonaise. À la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, elle compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles et regarde la neige danser. Dans ce hameau au bord du monde, l'entraide entre voisins prend toute sa valeur, les brassées de pousses de bambou déposées devant sa porte au moment de la récolte et les visites chaleureuses à l'atelier de miel de son amie Kayoko. 24 saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour de la vie.
et ben je trouve que le résumé est vachement mieux que le contenu du roman. Clairement, là quand je viens de vous relire le résumé et je me rends compte que le résumé vend beaucoup de rêves et que j'ai pas retrouvé grand chose à l'intérieur du livre. J'avoue que les confitures, tout me plaisait, les rencontres, on parle de voisins, de miel, de plein de petites choses qui donnent cette impression d'une littérature japonaise cosy, doudou, réconfortante, tranche de vie comme j'aime les découvrir, les lire. Et bien pourtant il n'en est rien. J'ai trouvé le tout extrêmement confus, brouillon. J'ai eu du mal à comprendre où étaient les 24 saisons parce qu'elles ne sont pas clairement énoncées. Elles ne sont pas clairement expliquées non plus. La narratrice, qui est le personnage principal, passe énormément de temps en solo, ce qui fait qu'il n'y a pas tellement d'interaction avec le reste du hameau. J'ai trouvé le côté cosy pas très présent. J'ai pas retrouvé ce truc très feel good, très intéressant. La seule chose qui était à mes yeux une très bonne idée, c'était le fait que le personnage principal soit une personne de 50 ans et plus, qu'elle a donc un autre regard sur les choses, sur l'environnement, sur son passé, sur voilà, ce qui l'entoure, sur sa vie, sur ses parents, frères et sœurs. Donc, ça c'était hyper intéressant parce que avec la cinquantaine passée, il y a aussi toute une réflexion sur la vie, le sens de la vie et également la mort. Donc ça c'était hyper intéressant, mais c'est trop peu, trop en fait. J'ai tellement une image de flou artistique incroyable que j'ai l'impression que c'est pas assez, qu'il n'y avait pas assez de choses. Donc il y en avait sur ces 200 pages, mais c'est tellement peu développé, tellement peu structuré, tellement peu précis que j'en garde une image très confuse, très... Voilà, l'impression de nager, de surnager dans des tas de choses qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt ou d'utilité au roman, et ce qui en avait n'est pas assez précis, développé à mes yeux. Donc voilà, je suis passée complètement à côté et c'est probablement ma plus grosse déception de ce premier semestre 2025. La question suivante parle d'auteurs favoris, en tout cas de nouveaux chouchous, que ce soit auteur ou autrice d'ailleurs. J'ai choisi de vous parler uniquement des noms et je vais vous citer très vite fait ce que j'ai lu d'eux durant ce premier semestre 2025 et pourquoi je les aime beaucoup. Je vais par contre pas m'attarder sur les bandes dessinées, les romans, les albums jeunesse en question. Déjà parce que ça pourra être davantage exploité dans des updates lectures que je sais que je dois absolument vous tourner. Donc tout ça pour vous parler de 4 noms en particulier, 2 petits nouveaux et 2 coups de cœur confirmés. 2 coups de cœur confirmés, Stéphane Fert et Lee Bardugo. Je vous ai dit, Lee Bardugo, j'ai lu Six of Crows cette année seulement. Mais ce n'est pas le premier roman ou le premier livre de l'autrice que je lisais. En effet, le Grishaverse, je n'ai pas commencé comme tout le monde avec Six of Crows ou Grisha, mais je l'ai commencé avec le recueil de contes qu'elle a écrit, Le Chant des Ronces. De ce fait, comme j'avais absolument adoré et j'étais captivée de début à la fin sur ce format recueil de contes avec ces frises qui développaient des éléments nouveaux à chaque page qu'on tournait, ce qui fait que ça avait une frise vivante qui s'agrandissait au fil du conte. Les contes en eux-mêmes qui avaient cette espèce de maturité, de profondeur, d'ambiance un peu pesante, angoissante, très fantastique, très gothique aussi, qui était passionnante à mes yeux. Donc j'avais beaucoup aimé et c'est ce qui m'avait poussé à davantage découvrir le Grishaverse. Donc coup de cœur confirmé pour Lee Bardugo que j'ai hâte de retrouver dans Kings of Cards, dans Grisha, dans ses autres récits aussi. Autre coup de cœur confirmé, Stéphane Fert, qui est BDiste et on lui doit La Marche Brume, que j'ai adoré l'année passée, et cette année j'ai retenté l'expérience avec un autre de ses livres, un one-shot, Peau de 1000 bêtes. Peau de 1000 bêtes, c'est une réécriture très intelligente de Peau d'âne de Charles Perrault, mais aussi d'un vrai conte qui s'appelle Peau de 1000 bêtes, qui est issu des frères Grimm.
Et donc on retrouve cet aspect très conte, très pesant, très fantastique, très mature dans les thèmes, parce que c'est extrêmement engagé, que ce soit sur le plan de l'écologie ou du féminisme. C'est très audacieux dans les planches qui ont des couleurs absolument fantastiques. Il y a quelque chose de très dynamique, de très fascinant dans l'écriture, de très drôle aussi dans les dialogues. Moi j'aime beaucoup ce que fait Stéphane Fert dans l'écriture, dans l'illustration, dans les choix scénaristiques, dans sa composition des planches, dans les sujets choisis. Voilà, la réécriture de contes, mais la marche brume est incroyable. D'ailleurs le second tome est sorti, j'ai hâte d'emprunter le tome 2 du coup à la médiathèque pour poursuivre un petit peu la saga. Donc un régal du côté de cet auteur. Et concernant les petits nouveaux, ce que je vais désormais suivre avec beaucoup de fébrilité, il s'agit de Tom Ogomat et de Camille Noyer. Tom Ogomat, je l'ai découvert avec le guide de Tom et Nathan Lévesque qui est en quête d'un grand peut-être sur la littérature adolescent. D'ailleurs, cette année, il y avait un crowdfunding sur Ulule pour pouvoir prendre le premier, mais aussi le second tome qui va sortir prochainement en novembre. Et c'est toujours Tom Ogomat qui fait les illustrations de ces ouvrages, donc grand plaisir à le retrouver et j'ai hâte vraiment d'avoir les deux opus dans ma bibliothèque en novembre prochain. Mais au-delà de ça, je l'ai surtout découvert dans sa bande dessinée À travers, qui est absolument exceptionnelle. Aucun texte dans cette bande dessinée, que de l'illustration, mais les illustrations font passer tellement de narration et d'émotion que c'est incroyable à découvrir. La bande dessinée À travers raconte l'histoire, la vie d'un petit garçon, ado, adulte, etc. Qui est passionné par l'espace et on va le suivre dans son apprentissage, dans sa passion qui va devenir son métier. Mais le petit twist, comme je vous disais, il n'y a pas de texte, tout passe par les illustrations, c'est que vous avez d'un côté le personnage qui regarde à travers quelque chose. Ça peut être un rayonnage de bibliothèque, ça peut être un télescope, ça peut être des jumelles, ça peut être une fenêtre, ça peut être n'importe quoi. Il regarde à travers quelque chose. En dessous, vous avez la mention de la ville ou du pays avec l'année, pour qu'il y ait une chronologie quand même. Et la page d'à côté, vous avez l'illustration en pleine page de ce que le personnage aperçoit en regardant à travers. Dit comme ça n'a pas l'air fou, mais je vous assure que c'est absolument génial et passionnant à regarder du début à la fin, dans la construction, les formes, les couleurs, dans, je vous disais, les émotions et l'intrigue que ça fait passer rien qu'avec l'illustration, parce que passionnée d'espace que je suis, forcément le voir traité de cette manière-là était incroyable et très captivant. Donc c'est une bande dessinée qui, moi, m'a énormément plu. Un gros coup de cœur pour cette bande dessinée qui est probablement et qui va probablement être dans mes coups de cœur d'ici la fin de l'année. Et ouais, un très bon moment passé avec ce livre que je ne peux que vous recommander si vous êtes curieux du genre, parce que ça vaut le détour clairement. Et donc, autrice que je compte suivre désormais dans tout ce qu'elle va nous faire par la suite, il s'agit de Camille Noyer, à qui l'on doit Les Oiseleurs des éditions Ozo. Les Oiseleurs, c'est sorti l'année passée et je l'ai lu à Noël et je ne l'ai lu que cette année, mais très grosse surprise. Excellente lecture. Les Oiseleurs, c'est un univers ado de fantasy où tout tourne autour des oiseaux. Et la caste des Oiseleurs est uniquement réservée aux hommes, ce qui est fortement déplaisant pour Alouette, qui est une femme et qui va absolument prouver coûte que coûte qu'elle est bien déterminée à devenir oiseleur, qu'elle en a les capacités et l'étoffe. Très gros roman, avec certes des ingrédients de fantasy très convenus, certes, mais qui a une intrigue avec beaucoup de révélations et de rebondissements bien pensés, je trouve. Un univers qui tourne autour des oiseleurs, des oiseaux en général, de la divination, du pouvoir, de la politique, également de tout ce qui est transidentité, qui va être condition des femmes, masculinité, donc quelque chose de très actuel et contemporain. Voilà, l'univers et les messages sont
absolument captivant et bien exploité dans ce récit. C'est très bien écrit, ces personnages sont attachants, moi j'ai vraiment kiffé découvrir cette histoire qui voilà, m'a fait passer par plein de stades, une très très bonne surprise en somme. Et comme je vous le disais, Camille Noyer, je vais probablement suivre ses prochains récits avec une grande impatience. La 8e question m'amène à vous parler de mon personnage préféré. Ça va pas tellement être surprenant, mais j'ai choisi Kaz Breaker de Six of Crows de Lee Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Est-ce que j'ai besoin de faire un plaidoyer de pourquoi Kaz est un personnage absolument fascinant et captivant et qu'il est parfaitement logique qu'il soit dans mes personnages préférés? Peut-être, peut-être que non. Je vais juste vous dire que j'ai adoré ce personnage qu'on apprend à découvrir couche après couche. Tout son passé nous est dévoilé petit à petit et ça, j'ai trouvé ça génial. Il y a des subtilités dans son passé qui font comprendre qui il est aujourd'hui et ça, j'ai adoré découvrir petit à petit. La personnalité qui est sombre, machiavélique, qui est voilà, petit génie maléfique, voleur brillant, qui a toujours un coup d'avance, ça j'ai adoré ce côté là. Il n'est pas parfait parce que bah ouais, au-delà des secrets, au-delà de la personnalité, c'est quelqu'un qui peut être très cassant, très sec, qui manque parfois d'empathie, mais qui a un sens de la répartie absolument savoureux, qui évolue aussi, une très très belle évolution je trouve au fil rien que du premier tome et surtout du second. J'aurais pu citer tout le reste du groupe, Willan, Jesper, Nina, Inej, Mathias, mais évidemment Kaz sort du lot parce que c'est tellement brillant, c'est tellement fort, c'est tellement percutant que tout est soigné pour faire un très très grand personnage. La prochaine question m'amène à vous parler d'un livre qui m'aurait fait pleurer. Et à défaut de pleurer, j'ai choisi un livre qui m'a beaucoup touchée, émue, un one-shot et un manga jeunesse ado qui plus est. Il s'agit du Voyage d'Ourselune de Haut qui est édité aux éditions Rue de Sèvres dans la collection Le Renard Doré. On est sur Ourselune qui est un ours, son nom l'indique, qui se promène et vit toujours en solitaire jusqu'à ce qu'une petite corneille égarée vienne lui tenir compagnie. Et donc nos deux compagnons vont faire la route ensemble, le temps qu'Ourselune rejoigne ses congénères, tandis que la petite corneille rallie le chemin du retour. Traversant montagnes, flots et forêts, rencontrant cerfs, hiboux et sangliers, les deux voyageurs se rapprochent de leur but. Mais est-ce qu'ils trouveront ce qu'ils cherchent? Un manga absolument mignon, trop mignon, que j'ai adoré découvrir puisque le voyage est super bien fait. Il est à la fois physique puisque les deux personnages vont d'un point A à un point B, mais il est également un peu introspectif. Les personnages vont évoluer, ils vont grandir aussi ensemble, apprendre de l'un et de l'autre, découvrir aussi beaucoup de choses par rapport à la faune, à la flore, tout ce qui est un peu petit message un peu écologique. Et je trouve qu'il y a une petite pointe un peu de fantastique, un peu de magie qui est minime vraiment, qui fonctionne parfaitement dans un univers qui est assez réaliste hein, puisqu'on voit des humains aussi. Donc j'ai bien aimé la façon dont c'est écrit, que c'est composé. Les illustrations sont en noir et blanc, manga oblige, mais elles sont douces, elles sont soignées. J'ai beaucoup aimé le résultat. Et vraiment, c'est un très très bon one shot, un super manga jeunesse ado je trouve. Et un final attendrissant je trouve aussi, très émouvant. Donc voilà. Le parfait livre pour cette catégorie émotion. La 10e question m'amène à vous présenter le plus beau livre que j'ai pu avoir en ce début d'année 2025. Le plus beau livre, je trouve à mes yeux, que j'ai pu acheter, recevoir ce premier semestre 2025, ça va être celui-ci, qui est pas tellement du hardback, parce que c'est une couverture certes un peu plus cartonnée, épaisse, mais on n'est pas non plus sur quelque chose de physiquement
béton armé. Mais je trouve qu'il a son petit effet, j'aime bien les couleurs un peu cuivrées, j'aime beaucoup l'illustration qui met en valeur ce bâtiment, il y a du vernis sélectif, puis j'aime bien le travail sur les ornements qui rappellent un peu les vitraux, ça se voit aussi là sur le dos, derrière avec des éléments illustrés, on voit une petite étoile, là on voit une petite horloge, donc même à l'intérieur, je le trouve très chouette. Donc en vrai, je pense que c'est peut-être une variation très intéressante du beau livre. Pas forcément du hardback à 30 balles, mais peut-être le moyen de faire des beaux livres sans pour autant pousser à des achats avec des prix toujours hallucinants. Puisque là, on est sur du 21,90 €. Donc peut-être trouver une formule un peu hybride qui ne renie pas la beauté, l'esthétique de l'objet, tout en proposant quelque chose de peut-être plus abordable qu'un hardback. En tout cas, celui-ci se nomme Les Brûleurs d'Or, livre 1, Les Apprentis de Morcelieu, d'Alice Paria, et c'était aux éditions Scrinéo. Ce livre, je ne l'attendais pas, dans le sens où je me souviens que je l'avais vu passer, mais de très loin, je m'étais pas vraiment intéressée. Et puis apparemment Margot Liseuse l'a lu en début d'année, je crois, si ma mémoire est bonne, et elle en parlait bien. Et surtout, elle a utilisé, je pense, ce qui est un mot-clé qui forcément m'a mis des paillettes plein les yeux, la passe miroir de Christelle Dabos. Comme quoi elle retrouvait un petit peu cette énergie, pas forcément un plagiat ou une référence ou un hommage, mais l'esprit, l'essence, l'ambiance du premier tome en tout cas. Donc ça m'a un petit peu appâté ma curiosité et je me suis dit pourquoi pas au fond tester cette saga puisque c'est un premier tome. Je ne l'ai toujours pas lu, je devais le lire je crois pour le Blossom Spring Challenge mais c'était un raté complet. Donc j'espère profiter pourquoi pas de Pile à lire en déroute en août prochain, histoire de sortir des livres que j'aurais mis dans divers challenges et comme ça on évite les running gags et de les reciter à toutes les sauces, ils seront lus au moins. Et pour ce qui est de la petite histoire, le résumé est vachement long, je trouve quand même, mais je vais juste vous dire qu'apparemment on est dans un institut où une jeune orpheline laissée pour compte rêve de magie, d'aventure, et en plus de ça c'est une voleuse puisque de ses larcins elle peut se payer des leçons avec l'enchanteur Balabuse. Mais tout ça bascule le jour où elle croise la route de Lazarus qui est mystérieux plein de charme, qui lui propose d'aller faire un petit tour au château de Morcelieu où manifestement, comme vous pouvez le constater, le domaine est somptueux et il y a des nobles et des magiciens qui se côtoient dans un tourbillon de plaisir et de fête étourdissant. Cependant, Cléo est vite dépassée par l'écart de niveau entre les autres apprentis et elle. Elle va travailler d'arrache-pied pour combler son retard, mais un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Ainsi, c'est mon plus beau livre de ce premier semestre. J'ai rien de plus à ajouter, à part que c'est mon beau livre de ce premier semestre. La 11e question m'amène à vous parler d'un livre qu'il faut absolument que je lise cette année. Et ça tombe bien cette question puisque je vous parlais juste à l'instant de running gag. Vous savez à quel point j'aime pas tellement reciter 30 878 fois les mêmes livres quand je constitue des piles à lire. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de nouveauté. Et comme j'ai une pile à lire actuellement qui s'élève à 30 livres, vous vous doutez bien que si je fais pas des efforts, on tourne très vite en rond. Donc par conséquent, j'aime bien éviter de traînasser en longueur certains titres, surtout que celui dont je vais vous parler, je l'ai déjà cité au Blossom Spring Challenge de l'année passée, je l'ai cité cette année, je l'ai même mis dans mon Tarot Book Challenge en mai dernier. Je me dis que celui-ci avec les brûleurs d'or, il y a de très fortes chances pour que vous les voyez popper dans une pile à lire en déroute. Vraiment, parce que là je pense que c'est bon, ça suffit, surtout qu'en plus de ça, c'est le second et dernier tome de la série en question, donc vraiment, il est grand temps que je me remue le popotin et que définitivement je lise
le livre Les 6 couronnes écarlates, notamment avec ce deuxième tome, La promesse du dragon, d'Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Et pour la petite précision, on est sur une saga, une duologie de fantasy young adulte, le tout avec une inspiration très forte, très prononcée pour tout ce qui est culture, mythologie asiatique. Ainsi, on suit la petite Shiori qui est une princesse qui se plaît bien dans son palais, dans son petit confort, jusqu'au jour où elle attrape sa belle-mère en train de faire de la magie. Et ça pose problème puisque la magie est totalement interdite. Du coup, la belle-mère n'a pas d'autre choix que de se débarrasser de sa belle-fille et de lui lancer une espèce de petite malédiction bien sympatoche puisque elle la contraint au silence. En gros, si Shiori balance le moindre son, le moindre mot, l'un de ses frères va mourir. Ses frères sont, en plus de ça, transformés en grues, volettent un petit peu partout dans le ciel, et donc Shiori se réveille un beau matin un peu paumée dans ce vaste monde qu'elle ne connaît absolument pas du tout, et elle va devoir essayer de se faire comprendre de son univers, de ce qui l'entoure, en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas, en faisant profil bas et en essayant tant bien que mal de briser la malédiction dont elle est victime et dont ses frères aussi sont victimes. Ainsi, le premier tome a été un énorme coup de cœur quand je l'ai eu. Je me souviens, c'était une masse critique Babelio en plus de ça et j'avais adoré l'univers, je trouvais que c'était bien écrit, j'ai bien aimé les personnages, j'ai adoré cette légende japonaise qui est en soi pas inspirée forcément de ce que moi je vais vous dire, à savoir le conte des frères Grimm, les 6 signes, ou les signes sauvages, ça dépend des versions, puisque là on est vraiment sur un récit qui empreint de mythologie, de légende japonaise, donc je suppose que, comme pour d'autres contes, on a des variantes dans différents pays et différentes ères temporelles, donc c'était un régal de voir cette réécriture, d'avoir ce monde très empreint, très chargé en références sur le Japon, la cuisine, les mœurs, il y a également, comme je vous disais, la culture, les mythes, les légendes. On parle de dragons aussi, donc on est sur des dragons à la sauce asiatique, donc c'est très différent des dragons que nous, on a en Occident. Donc voilà, il y a des choses qui sont hyper intéressantes, qui sont bien exploitées, bien expliquées, bien écrites. Moi j'ai quasiment lu le premier tome en très peu de temps tellement j'étais à fond dedans. Donc c'est le livre que je veux absolument terminer avant le 31 décembre 2025, d'autant plus que le spin-off est sorti cette année et qui me fait très envie. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que à travers ce bilan de moitié d'année, vous avez pu faire de belles découvertes. Si certains titres vous intéressent et que vous n'avez pas eu le temps de les prendre à la volée, n'hésitez pas à vous servir du chapitrage évidemment, mais également à faire un tour dans la description sous la vidéo puisque les livres cités sont listés. Puisque je parle de la description sous la vidéo, je ne peux que vous encourager à faire un petit tour puisqu'il y a moult liens. Instagram, Livre Addict, Babelio, Wattpad Fixia, Patreon, Tipeee, le blog même, qui pourrait peut-être vous intéresser et on pourrait peut-être se retrouver là-bas. Et pour achever cette tambouille et faire vos tartelettes à la framboise préférées, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager également ou à en parler autour de vous, puisque non seulement je fais du contenu booktube, mais également sur mon activité en tant qu'autrice illustratrice. Et enfin, je termine avec l'espace commentaires. Si jamais certains livres vous tentent ou pas, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, s'ils sont dans votre pile à lire, dans votre wishlist, vous pouvez vous emparer de l'espace commentaires. Il est fait pour ça. Vous pouvez même me donner vos coups de cœur, vos recommandations de ce premier semestre 2025, ou bien le lien vers un article ou une vidéo si vous-même vous avez fait ce tag. Merci mille fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très belles lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!